Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours d'histoire de l'Europe centrale et orientale consacré dans cette séance au bloc de l'Est et la France à l'heure gaullienne, 1958-1969. En effet, on avait laissé, je vous le rappelle, les premières crises du camp socialiste, avec la terrible année 56, qui avait vu la déstalinisation, qui avait vu, lancée par Khrouchtchev, qui avait vu la vague de révolte déchirer le tout nouveau bloc de l'Est, de la Pologne jusqu'à la Hongrie, qui s'était terminée par cette révolution hongroise de 1956, de la fin de l'année 56, réprimée avec une telle violence par l'armée rouge, et tant et si bien que évidemment, Khrouchtchev, dont le règne se poursuit, puisqu'il sera au pouvoir, je vous le rappelle, de 53, mort de Staline à 64, eh bien, Khrouchtchev, qui avait tellement voulu lancer la détente pacifique aux côtés de Eisenhower, le président américain de l'époque, se retrouve évidemment dans une impasse. Cet écrasement de la révolution hongroise a évidemment terni profondément toute image d'un leader évidemment pacifique et voulant organiser une conférence sur le désarmement. On en est là donc à la fin de l'année 56 et vous me direz, mais comment se fait-il donc je vais vous parler de De Gaulle dans cette séance d'aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que à partir de 58 en France, tout va changer, la 5e République s'installe, la 4e disparaît sur fond de crise, de décolonisation, la guerre d'Algérie, etc. Et donc De Gaulle va arriver à la faveur de la création d'une nouvelle république, la 5e République présidentielle, avec surtout une forte idée de politique étrangère indépendante. Et sachez que c'est cette politique étrangère indépendante que je vais vous raconter dans la séance d'aujourd'hui, qui va permettre en effet les éléments de tentative de relance de la part de Khrouchtchev, de relance évidemment de la détente, qui était bien mal partie. Alors dans cette séance d'aujourd'hui, vous avez reçu, bien sûr, comme d'habitude, le plan, les cadres généraux d'une politique, première partie, on va voir un peu de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette politique tellement indépendante, qu'est-ce que De Gaulle va faire sur le plan international pour quand même ancrer à ce point une telle rupture politique. On verra ensuite ce qui va se passer sur une première période de dégel qui va aller à partir de 1964, la politique d'ouverture à partir de 66, et puis des concrétisations jusqu'à la fin du règne de De Gaulle. On va voir aussi que les vecteurs de la relance de cette politique, de détente, ne vont pas aller sans mal. Si De Gaulle va arriver à créer une zone diplomatique tout à fait unique pour l'époque, entre l'Est et l'Ouest, il n'en demeure pas moins que de nouvelles crises, de nouveaux problèmes vont se produire dans le camp socialiste, avec d'une part, bien sûr, en 1961, la construction du mur de Berlin, cette deuxième crise de Berlin tout à fait majeure, que l'on verra en détail, et à la fin de la décennie, le fameux printemps de Prague de 68, qu'on a cru que c'était une répétition de la part des soviétiques de la révolution hongroise de 56, il n'en était rien, et on verra en détail les détails de ce printemps de Prague de 68, la poursuite du socialisme à visage humain, et une tentative d'émancipation, encore une fois, des pays du bloc vis-à-vis de la tutelle soviétique. 3 ouvrages que je vous ai mis, Jacques Droz, l'histoire de l'Allemagne, que sais-je, qui est tout à fait utile, et puis un ouvrage de Thomas Schreiber, qui avait été un des correspondants du journal Le Monde dans les années 50-60 en Hongrie, et qui a écrit un ouvrage très intéressant que je vous recommande si vous arrivez à le trouver, Les actions de la France à l'Est, qui est une histoire un peu de la politique étrangère de la France vis-à-vis de l'Est, justement, pendant toute l'après-guerre,
jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à à peu près à la période de Mitterrand, hein, aux années 90. Donc voilà, puis ainsi une petite carte comme d'habitude pour permettre de bien visualiser les choses dont nous parlons au niveau du fameux bloc de l'Est qui nous accompagne maintenant depuis un certain nombre de séances. Alors en 1958, c'est une véritable rupture qui va se produire. En effet, la 4e République disparaît en n'arrivant pas à résoudre la guerre d'Algérie, et De Gaulle arrive aux affaires. De Gaulle, on le connaît, il avait exercé les fonctions du gouvernement provisoire juste après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1946, et puis ensuite le retour à un régime stricto sensu parlementaire fait qu'il ne participera pas à l'aventure de la 4e République, cette aventure qui se termine assez mal. Et De Gaulle, en arrivant aux affaires en 1958, va permettre en effet, pendant toute cette décennie, jusqu'à la fin de son pouvoir, jusqu'à sa démission en 69, de tracer un espace où l'Est et l'Ouest vont pouvoir dialoguer, justement. Et c'est ça qui va être extrêmement utile pour Khrouchtchev, qui est à la recherche d'un second souffle depuis 1956. C'est un peu toute la ligne directrice, si vous voulez, de la séance d'aujourd'hui. Alors De Gaulle, dès qu'il arrive aux affaires, si vous voulez, va très nettement annoncer la couleur en ce qui concerne sa politique étrangère. Il a parfaitement compris, De Gaulle, il a là une occasion unique d'être un peu le point de contact entre l'Est et l'Ouest, entre un Khrouchtchev qui ne sait plus s'en sortir que de son image d'écraseur de la Révolution française de 56, un Eisenhower dont le mandat se termine au début de l'année 1961, Eisenhower qui lui aussi aurait bien aimé terminer son mandat vers quand même un peu de détente après tant de crises que nous avons vues ensemble, et justement c'est précisément ce qu'il va faire. Ainsi De Gaulle déclare-t-il tout de suite, fait-il déclarer tout de suite, donc par son ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, dans le premier gouvernement de la Ve République, va donner la définition suivante de sa politique étrangère. Alors je vous la donne: collaborer avec l'Ouest et l'Est, au besoin contracter d'un côté ou bien de l'autre les alliances nécessaires, sans accepter jamais aucune espèce de dépendance. Je crois qu'en 2 lignes tout est dit. Tout est dit sur le souhait de traiter d'égal à égal le géant soviétique et le géant des États-Unis, les 2 grandes puissances qui se partagent le monde. La France reste bien sûr, et restera toujours dans cette période, ne nous y trompons pas, un pays allié des États-Unis, mais qui fait entendre sa voix. Et cette voix, cette petite voix, dans un premier temps, qui aura une grande voix par la suite, va en effet permettre de créer un espace de relance qui ensuite, on le verra la semaine suivante, sera repris par l'Allemagne dans la décennie suivante, à partir de 69-70, par l'Ostpolitik que développera Willy Brandt. Alors, il s'agit d'abord pour De Gaulle, évidemment, de trouver sa place entre l'Est et l'Ouest, on l'a vu, de mettre un terme évidemment à la guerre d'Algérie, ce qui va être fait sur la période de 1958 à 62, et surtout de permettre un peu de redorer le blason de la France et de cette France gaulliste, gaullienne, vis-à-vis de l'Union soviétique. Car De Gaulle, il faut bien le dire, pour l'administration Khrouchtchev, pour les soviétiques très méfiants, en voyant ce vieux général arriver au pouvoir, soupçonne vraiment la France de sombrer dans une dictature militaire, ce que bien sûr, comme vous le savez, ne sera absolument pas le cas. Ainsi donc, vont avoir lieu des signaux très forts qui vont être envoyés par De Gaulle, en plus de l'affirmation de cette nouvelle politique étrangère. Des signaux très forts, tant vers l'Est d'ailleurs que vers l'Ouest. Alors d'abord, dans un premier temps, il va y avoir la reprise, en fait, un peu en quelque sorte, du dialogue franco-allemand.
franco-allemand, ça nous renvoie à quoi? Vous qui avez suivi attentivement mon cours, vous vous souvenez des accords de Locarno, 1925. Puis après, tout s'était dégradé, le nazisme en Allemagne, la Seconde Guerre mondiale, une quatrième république vraiment très dans la ligne, comment dire, d'une politique anticommuniste de Truman, etc. Après, et il va falloir quand même attendre De Gaulle pour que lui réellement s'assoit sur tout ça et se dise que la relance du lien franco-allemand qui avait tellement était si important pendant l'entre-deux-guerres. De Gaulle se souvient bien de l'entre-deux-guerres. De Gaulle, pendant l'entre-deux-guerres, avait été attaché militaire dans des ambassades, notamment dans l'Est de l'Europe, en Pologne par exemple. Et De Gaulle, bien sûr, a toute une culture politique de cette période. Et donc, cette fois-ci, il va tendre la main avec le premier chancelier de la République fédérale allemande, créée en 1900, je vous le rappelle, 49. On l'a vu ça après la crise de Berlin, la première crise de Berlin. Cet homme, c'est Konrad Adenauer, un vieil Allemand résistant à Hitler, et que fait De Gaulle? Eh bien, il va tout de suite, dès septembre 1958, inviter Konrad Adenauer dans sa propriété de la Boisserie pour voir avec lui les modalités d'une relance de ce dialogue franco-allemand. Très rapidement, Adenauer et De Gaulle se rendent compte qu'ils ont des vues communes sur l'Europe centrale, et donc c'est vraiment la relance du couple franco-allemand. On est à cette époque-là, je vous le rappelle, un peu dans les prémices encore de la construction européenne. Rappelez-vous, des débuts, la construction européenne commence sous la 4ème République, et elle va bien sûr se développer évidemment dans la période gaullienne, avec la communauté économique qui va naître, et l'Allemagne, et bien avant bien sûr que la Grande-Bretagne rejoigne tout ça, le couple franco-allemand va être vraiment tout à fait dynamique. C'est à cette époque-là, évidemment, c'est à cette époque-là que ça commence, et tant et si bien que les accords de l'Élysée, qui vont avoir lieu en 1963, justement entre la France et l'Allemagne, vont concrétiser tout ça. Ce sera une des grandes victoires diplomatiques du premier mandat de De Gaulle, de 58 à 1965, je vous le rappelle. Donc, on verra ça évidemment tout à l'heure. Puis le deuxième grand signal que va envoyer De Gaulle, en plus que la relance du couple franco-allemand, ce deuxième grand signal, c'est d'annoncer, dès septembre 58, on est vraiment dans les tout débuts de son pouvoir, 24 septembre 58, il annonce que la France va s'émanciper de l'OTAN. Alors là, rappelez-vous quand même ce que avait déclenché, par exemple, une simple annonce de l'autre côté des Hongrois en 56, qui avait dit on va quitter le pacte de Varsovie. Et là, De Gaulle, lui, fait un peu la même chose. Il dit nous sommes indépendants maintenant, nous avons une politique étrangère indépendante, tous les Français, nous n'avons plus besoin de la tutelle des États-Unis, et donc on va quitter l'OTAN. Et quitter l'OTAN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les bases américaines présentes sur le territoire français vont fermer, les Américains vont partir. Donc ça c'est tout à fait considérable, et voilà qu'Eisenhower, qui est toujours aux affaires, je vous le rappelle, aux États-Unis, voit tout ça forcément d'une façon quelque peu méfiante, mais c'est une décision unilatérale, comme on dit, et elle sera effective, sachez-le, le 7 mars 1966, où la France sortira effectivement complètement de l'OTAN. On va et on veut désormais développer une politique désormais complètement indépendante de la France, non seulement sur le plan de la politique étrangère, mais aussi, bien sûr, sur le plan aussi de sa politique militaire, sur la politique de défense. De Gaulle, c'est lui aussi qui va lancer quand même le programme nucléaire, l'indépendance nucléaire, la dissuasion nucléaire, tout ça, ça va commencer à partir de ce moment-là. La France, désormais, réémerge vraiment comme une puissance indépendante entre l'Est et l'Ouest, et cela, va faire les affaires de qui? D'abord, dans un premier temps, des Soviétiques, parce que Khrouchtchev comprend très très vite, évidemment, qu'en France on a affaire à un personnage qui est tout à fait, dans une démarche indépendante, qui est un démocrate. On peut quand même difficilement accuser De Gaulle d'être un fasciste ou autre chose. Il a quand même combattu le fascisme, parmi les premiers d'ailleurs. Rappelez-vous, le 18 juin 1940, Londres, etc. Et puis donc Khrouchtchev va faire une visite officielle d'État à État en France en mars 1960. C'est très important. La coopération entre la France et le bloc de l'Est et l'Union soviétique est relancée, et vraiment
un terrain d'entente, eh bien, se dessine sans aucun problème. Évidemment, vous l'avez bien compris, on se dirige vers ce que les soviétiques souhaitent dans un premier temps, et qui va être d'organiser, donc mars 60, visite donc de Khrouchtchev en France, et l'idée va être d'organiser, eh bien, pour le mois de mai 1960, quelques mois plus tard, une conférence sur le désarmement, une première conférence. Ça y est, la pompe est amorcée, Khrouchtchev va enfin pouvoir lancer sa coexistence pacifique. On est débarrassé de la déstalinisation de l'année 56, les dirigeants du bloc sont désormais des Khrouchtcheviens, où on fait allégeance à Khrouchtchev, comme par exemple Ulbricht, en RDA, ne l'oublions pas, on en reparlera tout à l'heure. Donc désormais, plus rien ne s'oppose vraiment à ce que cette coexistence pacifique puisse se mettre en place. Et d'autant plus que Eisenhower, je vous l'ai dit tout à l'heure, fin de mandat, est tout à fait demandeur, lui aussi, terminer son mandat pour un président des États-Unis par une grande affaire diplomatique, une grande réussite diplomatique, c'est vraiment entrer dans l'histoire, c'est une excellente chose. Et donc on prépare cette conférence de Paris qui doit avoir lieu le 16 mai 1960 sur le désarmement. Mais voilà, la guerre froide est quand même toujours là. Et les deux camps, qui sont, je vous le rappelle, au passage, même si ça n'est pas, dans notre propos sur l'Europe centrale, mais nous sommes en pleine conquête spatiale, c'est-à-dire cette opposition entre l'Est et l'Ouest, donc entre États-Unis et URSS dans ce qu'on va appeler plus tard la course à la Lune, qui aboutira, comme vous le savez, en 69, mais bien sûr, les deux grands développent des technologies, d'espionnage, de surveillance, et donc ce début des années 60, c'est aussi le moment où Gagarine, en 61, sera le premier homme qui sera dans l'espace côté soviétique, que les États-Unis enverront Alan Shepard. Donc on est dans une période de concours technologique intense. Et voilà que, justement, un de ces fameux avions espions, stratosphériques, que développe l'Air Force des États-Unis, avec un pilote qui s'appelle Gary Powers, qui pilote un avion U-2 qui vole donc très très haut dans la stratosphère, est abattu par la chasse soviétique le 1er mai 1960 au-dessus de la Sibérie. L'avion se crache, le pilote a la bonne idée ou la mauvaise idée de survivre, de sauter en parachute, il est capturé évidemment par les troupes soviétiques qui l'attendent sur place, et ce Gary Powers va être présenté vraiment, jugé, présenté aux médias comme étant un épouvantable espion, évidemment, ce qu'il est, effectivement, parce qu'il s'agit bien d'un avion espion qui espionnait l'Union soviétique, et donc ça va être mis, tout cela en épingle, peut-être par quelques fonctionnaires zélés de l'administration de Khrouchtchev, mais il se trouve que Eisenhower ne peut absolument pas, vis-à-vis de son opinion publique, ne pas prendre la défense de ce pilote. Il dit, mais oui, vous devez le libérer, ce Gary Powers, c'est un simple militaire américain, il faisait son travail en vous espionnant, l'espionnage c'est normal, les soviétiques évidemment indiqueront, mais non, c'est épouvantable, nous ne vous espionnons pas, ce qui est évidemment complètement faux, bien sûr. Bref, cette affaire de l'avion U-2 va déclencher une montée de la tension internationale, une petite crise internationale si vous voulez, et tout simplement ce qui va se passer, c'est que ça va faire capoter le projet de conférence de désarmement que tout le monde se préparait à Paris pour le mois de la mi-mai 1960. Et donc, malheur sur cet effort de Khrouchtchev, l'affaire retombe à l'eau. Gary Powers sera libéré plus tard. Si ça vous intéresse, vous pouvez, je vous rappelle cette anecdote, cette référence tous les ans, regarder cet excellent film de Steven Spielberg qui s'appelle Le Pont des Espions. Je crois que c'est avec Tom Hanks, si ma mémoire est bonne, Le Pont des Espions, qui évoque une histoire évidemment d'échange d'espions pendant la guerre froide, pendant cette période des années 60, et l'affaire de l'avion U-2 est largement évoquée dans ce film. Ça vous intéresse, voilà un petit film qui pourrait illustrer utilement le cours. Et puis,
Troisième élément quand même aussi de ces débuts de la période de Gaulle, c'est ce qu'on peut appeler une reprise un peu de la tension internationale à Berlin. Il ne s'agit pas d'une crise à Berlin, on aura bien assez avec l'année 61 et la construction du mur, mais il s'agit d'un renforcement de la position de l'Allemagne de l'Est pour contrôler sa frontière, notamment sous l'emprise donc de son secrétaire communiste de la RDA, Walter Ulbricht, et ça va permettre au couple franco-allemand donc Adenauer de Gaulle, de parler d'un seul ton, ce qui va permettre de renforcer encore, si vous voulez, le dialogue et l'affermissement du travail, de la relance de ce couple franco-allemand, chose en laquelle De Gaulle croit profondément. On peut dire que De Gaulle était tout à fait acquis aux idées d'Aristide Briand et de Gustave Stresemann des années 20, et on va voir à quel point cela va être fructueux. Donc, trois grands aspects du début de ce mandat: la rencontre avec Adenauer, la vision de points communs sur l'Europe centrale, la sortie de la France de l'OTAN, même si elle est effective plus tard, c'est à ce moment-là que c'est annoncé, et un réaffermissement du couple franco-allemand, Allemagne de l'Ouest, France, dans une remontée un peu de la tension internationale entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, toujours dans la même période. Et bien sûr, première tentative d'ouverture avec cette conférence de Paris sur le désarmement, mi-mai 1960, mais qui tombe à l'eau, je vous le rappelle, qui tombe à l'eau à cause de l'affaire de l'avion U-2, qui est abattu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au-dessus de la Sibérie. Et décidément, les choses ne vont pas spécifiquement aller en s'arrangeant alors qu'on se dirige vers l'année 1961. En effet, il va encore falloir attendre, incontestablement, pour qu'il y ait une relance un peu des tentatives de dialogue, parce que la RDA, que j'évoquais encore à l'instant tout à l'heure, eh bien, ça ne fonctionne pas. Je vous avais expliqué que la création de la RDA en 1949 était issue des résultats de la crise de Berlin, de cette fameuse tentative de blocus et de prise de contrôle de Berlin ouest par les soviétiques, et à quel point Staline avait voulu en gros répondre du berger à la bergère en créant, comme les Occidentaux avaient créé la RFA, lui il avait décidé de créer une RDA, mais basée sur quoi, si ce n'est qu'elle avait une capitale qui était Berlin-Est, basée sur rien, qui était une pure structure idéologique. C'est vrai que Karl Marx, après tout, était allemand, né à Leipzig, je vous le rappelle, mais à part ça, cette Allemagne de l'Est était relativement non viable, mais évidemment représentait un pion de plus dans le dispositif des États, évidemment, du bloc de l'Est. Alors, pourquoi cette Allemagne de l'Ouest, de l'Est ne fonctionne pas? Eh bien parce que tout simplement elle est victime d'une véritable hémorragie de population. En effet, les échecs économiques successifs des différents plans quinquennaux, notamment le maintien, il faut bien le dire, c'est sans doute aussi à cause de ça, de Walter Ulbricht qui avait été mis en place par Staline, Ulbricht qui a été suffisamment malin pour rester au pouvoir justement au moment de la déstalinisation en 56, en gérant pas trop mal la vague de manifestations et de révoltes auxquelles il a eu droit lui aussi, comme les Polonais, comme les Hongrois, comme les Tchécoslovaques, où seulement Ulbricht reste aux affaires et ne fait que s'enferrer dans la faillite économique de ce que représente la RDA. Petit chiffre, de 1949, date de création de la République allemande de l'Est, à 1961, il y a quand même 3,6 millions d'habitants qui disparaissent. Alors ils disparaissent pas vraiment, ils passent à l'ouest. Autrement dit, la frontière, alors non seulement la frontière du rideau de fer, entre effectivement du rideau de fer, tout court,
entre le camp de l'Est et de l'Ouest, et bien sûr, on montrera du doigt la frontière du rideau de fer qui se trouve entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Hein, eh bien, cette frontière du rideau de fer, la frontière entre les deux Allemagnes aussi, bien sûr, donc, est une véritable passoire. Hein. Quand même, 3,6 millions d'habitants en moins, c'est tout à fait considérable. Rien que pour les 2 premières semaines du mois d'août 1961, le mois où va être construit le mur, 47 000 personnes, hein, là encore une fois, peut-être sentant très bien qu'un problème va avoir lieu avec le mur, eh bien, avec une construction de mur, eh bien, prennent la fuite. Donc évidemment, tout cela pose pas mal de problèmes. Et dès le 4 août 1961, eh bien, la direction est-allemande se propose de passer à l'action contre ça pour arrêter cette hémorragie, d'autant plus qu'on a une peur bleue d'une déstabilisation de la RDA et que ça ferait quand même mauvais effet que, évidemment, les troupes soviétiques ou du pacte de Varsovie doivent à nouveau intervenir dans un pays qui serait devenu complètement exsangue. Le plan septennal 59-65 est un échec cuisant, hein, imaginez, donc bon, aucun moyen avec l'économie socialiste d'arriver à redresser le pays. Et donc un décret est établi donc dès le mois d'août 61, obligeant les frontaliers, notamment entre l'Est et l'Ouest, à s'enregistrer, hein, pour évidemment mieux les contrôler. Il y a une baisse de la production, néanmoins une baisse des revenus, une pénurie alimentaire. On est dans une situation vraiment critique, hein, au niveau de la RDA. Et toujours cette obsession, hein, ne l'oubliez pas, des soviétiques, ce qui est de voir, hein, de cette manière, de voir, se déstabiliser, hein, le bloc de l'Est. Regardez la carte que je vous ai distribuée. Hein, si un des États, hein, du bloc de l'Est saute, hein, qu'est-ce qui se passe? Mais tout s'écroule, hein, parce que c'est un jeu de domino. Hein. Rappelez-vous de la Hongrie, hein, qui voulait être neutre, imaginez, hein, Autriche et Hongrie neutres qui coupaient en deux le camp socialiste. Hein. Déjà la Yougoslavie posait problème, et Khrouchtchev va aller, comme on dira, à Canossa, c'est-à-dire s'excuser dans la foulée de la déstalinisation auprès de Tito, rien n'y fera. Certes, les relations vont s'améliorer un peu avec la Yougoslavie, mais la Yougoslavie va rester en dehors du camp socialiste, et pour son plus grand bonheur d'ailleurs, ce qui évitera un certain nombre d'erreurs économiques, notamment, qui auraient été faites dans les années 70 et 80. Hein. Nous voilà mi-août 1961, et évidemment, ça va être le clash, hein, de ce qu'on va appeler la deuxième crise de Berlin. La deuxième crise de Berlin, parce que, tout simplement, pour régler la question, eh bien, Ulbricht donc va appeler, après évidemment, tout ça est cousu de fil blanc, un accord du comité central de la RDA, hein, et notamment d'un jeune ambitieux qui succédera d'ailleurs à Ulbricht, qui s'appelle Erich Honecker, hein, qui sera quand même le maître d'œuvre, hein, si vous voulez, de la construction de ce mur. Eh bien, on va donc appeler d'une part l'armée rouge pour protéger la construction du mur, hein, et évidemment, entre le 11 et le 12 août, eh bien, 1961, c'est la construction donc du mur qui va se mettre en place. 14 500 soldats est-allemands plus l'armée rouge est en état d'alerte, sont déployés, hein, pour protéger l'ouvrage, hein, la construction de l'ouvrage, et le mur donc va être consolidé, va être installé progressivement, hein, mais ça va déclencher bien sûr une réaction de la population ouest-allemande, hein, qui va évidemment hurler évidemment là un véritable scandale de plus, si je puis dire. Ce mur, sachez-le, on va l'appeler le mur de la honte, hein. Ce mur va être le symbole de la guerre froide en Europe, hein, un peu comme la DMZ, si vous voulez, Demilitarized Zone, et le symbole de la division encore aujourd'hui en 2021 entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est quand même, si vous voulez, une survivance de la guerre froide, hein, qui est toujours le cas à l'heure actuelle. Hein. Et bien là, pendant 40 ans, pendant en tout cas plus d'une trentaine d'années, hein, le mur de Berlin va être, un peu moins de 30 ans, va être vraiment le grand symbole donc de la guerre froide.
Dès le 16 août 1961, alors que le mur est à peine consolidé, jusqu'à 300 000 personnes, presque disons à 2 millions, vont manifester avec le bourgmeister, c'est-à-dire le maire de Berlin-Ouest. Et qui est le maire de Berlin-Ouest, et c'est noté ce nom, c'est important pour la suite, eh bien c'est Willy Brandt. Willy Brandt, un social-démocrate, un Allemand de l'Ouest, qui est le maire de Berlin-Ouest et qui va donc un peu incarner, si vous voulez, la résistance et l'indignation internationale, occidentale vis-à-vis de la construction du mur. C'est important. Pourquoi? Parce que Willy Brandt, comme vous le savez, dans la décennie suivante, et on le verra, vous le verrez dans le cours suivant, eh bien Willy Brandt va devenir bien sûr le successeur de Adenauer, le nouveau chancelier d'Allemagne de l'Ouest. Et c'est Willy Brandt qui, dans les années 70, va prendre la suite du long travail commencé par De Gaulle, qu'on a vu tout à l'heure, et qui va créer l'Ostpolitik, qui permettra enfin d'aboutir à la grande détente tellement rêvée par tous les acteurs internationaux de l'époque, qui sera la conférence d'Helsinki de 1975, qu'on verra la prochaine fois. Donc c'est un peu à ce moment-là aussi que l'émergence du prochain acteur de cette détente eh bien commence avec la figure emblématique que va devenir Willy Brandt. Alors évidemment, protestation officielle des Occidentaux, je ne vous fais pas le dessin, Conseil de sécurité évidemment saisi à l'ONU, évidemment Khrouchtchev tape du poing sur la table et fait valoir le droit de veto, indiquant que la construction de ce mur est une protection, n'est-ce pas, et que donc il est hors de question, bien sûr, que évidemment que l'on y revienne et que on passe, que l'on revienne en arrière. Les soviétiques protègent et cautionnent totalement cette construction de murs par l'Allemagne, donc de l'Allemagne de l'Est. 1961 aussi, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la fin du pouvoir d'Eisenhower et l'alternance vers ce jeune président, si porteur d'espoir pour une nouvelle Amérique, et qui s'appelle évidemment, comme vous le savez, Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, qui va faire en 1963, le 26 juin, à la fin de son premier mandat, ou presque, un voyage à Berlin, justement, le 26 juin 63, où devant des centaines de milliers de personnes, y compris donc évidemment Willy Brandt, va déclarer à la foule que, eh bien oui, je suis moi, Kennedy, je suis moi aussi un Berlinois, en déplorant la construction de ce mur. Alors pour la petite histoire, sachez que la foule avait ri quand il a dit « Ich bin ein Berliner », c'est-à-dire « je suis un Berlinois », car les gens avaient entendu « Ich bin ein Berniner », ce qui signifiait, dans un langage de l'époque un peu argotique, je crois, une saucisse. Donc ça a fait rire, voilà, ça fait partie un peu du folklore de l'époque. Voilà. Alors, évidemment, désormais, qu'est-ce qui se passe avec la construction de ce mur? C'est l'entérinement définitif, si ça n'avait pas déjà été fait, de la division des deux Allemagnes et de la division, bien sûr, de la ville de Berlin en deux. Avant la construction du mur, il y avait 81 checkpoints. Vous savez qu'il y a les 3 secteurs occidentaux et le secteur soviétique. Pour contrôler tout ça, il y avait 81 checkpoints. Checkpoint, c'est quoi? C'est une baraque en bois, des barbelés et des panneaux pour vous indiquer que vous passez d'un secteur à l'autre, particulièrement contrôlé entre le secteur soviétique et les 3 secteurs occidentaux, vous l'avez bien compris. Désormais, avant, il y avait 81 checkpoints de 49 à 61. Après le mois d'août 61, il n'y en a plus que 7, dont le célébrissime checkpoint Charlie. Si vous vous rendez à Berlin aujourd'hui, qui est devenue la capitale de l'Allemagne réunifiée, c'est une autre histoire, eh bien, je vous conseille de vous rendre évidemment au musée. Il y a un musée du mur, un musée de Checkpoint Charlie, et je vous recommande de vous rendre là parce que c'est fortement intéressant.
Donc ça c'est le grand symbole de la guerre froide. Le 17 décembre 1963, il y aura quand même des accords de visite mutuelle, parce que des familles sont séparées. C'est évidemment une tragédie épouvantable, hein, pour la construction de ce mur. Hein, vous verrez les illustrations que je vous ai indiquées. Hein, mais ça ne va rien solutionner. La propagande est-allemande va présenter ça évidemment comme un grand succès, évidemment une victoire de l'administration Ulbricht, hein, en accord avec Khrouchtchev, hein, évidemment. Et puis, en fait, l'Allemagne de l'Ouest, Berlin-Ouest va continuer de se développer et l'Est va continuer, bien sûr, à dépérir. Et régulièrement, le mur, hein, si vous voulez, eh bien, va être un lieu des grands rassemblements anticommunistes de la guerre froide, notamment un des derniers qui aura lieu le 12 juin 1987, à l'occasion duquel, eh bien, ce sera le président de l'époque, Ronald Reagan, personnage dont on reparlera hein, dans les séances suivantes, qui va dire « tear down this wall hein, », c'est-à-dire, évidemment, abattez ce mur. Grand symbole aussi, le mur passe par la porte de Brandebourg. Je vous dis que la porte de Brandebourg, rappelez-vous de la photo de Berlin en ruine en 1945, c'est un des derniers, vestiges hein, du Berlin du 19e siècle. Eh bien, le mur passe là, évidemment, sur cette place célèbre, hein, aussi célèbre que la place de la Concorde à Paris. Alors bien sûr, vous direz, pendant cette triste période de 1961, hein, eh bien, la France et De Gaulle restent totalement solidaires, hein, évidemment, des États-Unis, hein, même si, bien sûr, cela met un peu à mal le processus, évidemment, franco-allemand, vous l'avez bien compris. Néanmoins, De Gaulle obtient un grand succès de son premier mandat. La France va quitter définitivement la guerre d'Algérie, hein, avec les accords d'Évian en 62. Hein. C'est pas dans notre domaine, mais quand même, il faut le retenir. Hein. C'est un grand succès diplomatique. Et puis donc, après cette affaire du mur de Berlin, eh bien, c'est donc évidemment la France qui va reprendre, hein, en quelque sorte, le flambeau. En 1963, donc, tous les travaux de rapprochement entre la France et l'Allemagne de l'Ouest hein, vont donc aboutir au fameux traité de l'Élysée. Signé le 22 janvier 1963, ce traité de l'Élysée va vraiment être l'émergence du fameux moteur franco-allemand tellement voulu et relancé par De Gaulle. Sur le plan international, on est vers un affaiblissement temporaire de l'Union soviétique. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, après la crise de Berlin de 61, la construction du mur, eh bien Khrouchtchev s'est embarqué dans une ultime affaire qui lui sera fatale, hein, qui sera la crise des fusées. Je ne le développe pas parce que ça concerne Cuba. Hein. Mais ceux qui ont suivi mon cours en relations internationales connaissent cette affaire. Il s'agissait tout simplement d'un moment où, dans le cadre de la guerre froide, eh bien, Khrouchtchev est allé un peu trop loin en développant des déploiements de fusées nucléaires soviétiques dans l'île de Cuba. Cuba qui était devenu depuis 1959 un îlot communiste hein, sous contrôle du Che Guevara, bien sûr, et bien sûr de Fidel Castro. Dans le cadre de la guerre froide, ça faisait que désormais s'installait à 100 km des côtes nord-américaines hein, une véritable tête de pont nucléaire soviétique. Grosse erreur, on a frôlé la Seconde Guerre mondiale, je ne développe pas, une fois de plus je vous le dis, je l'ai mis un peu dans le topo, parce que ça peut quand même servir pour le contexte international, je n'interdis pas qu'on l'évoque hein, dans les copies bien sûr, mais néanmoins, à partir de là, l'étoile de Khrouchtchev a décliné, hein, et
comme vous le savez, en 1964, il sera démis, hein, et remplacé par par Léonid Brejnev. Nous y reviendrons dans un instant. Alors, ce traité de l'Élysée, justement, encore une fois, arrive au bon moment, hein, un peu comme il est arrivé en 1960 la fameuse tentative, hein, de Gaulle de faire cette conférence de désarmement à Paris. Alors cette fois-ci, on reste dans notre domaine, on laisse tomber l'Union soviétique chancelante, hein, un temps, hein, pour se concentrer sur le développement de ce couple franco-allemand pour l'avenir. Traité de l'Élysée signé le 22 janvier 63 entre Konrad Adenauer, dont c'est l'apothéose politique, hein, il termine son mandat de chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, hein, depuis 49, se termine en 63. Hein. Et pour De Gaulle, c'est évidemment l'apothéose, alors que la fin de son premier septennat commence à se dessiner. Alors ce traité de l'Élysée fixe les objectifs, hein, d'une coopération accrue entre l'Allemagne et la France, dans 3 domaines. Vous allez comprendre qu'on est encore aujourd'hui en 2021, hein, quand on voit les entretiens fréquents qu'il y a pu y avoir entre Emmanuel Macron, président français, et Angela Merkel, la chancelière allemande, hein, comme il y a pu y avoir aussi dans le passé les fameux entretiens si importants entre François Hollande, Jacques Chirac, et donc déjà cette Angela Merkel, hein, ou encore avant Helmut Kohl, le chancelier de la réunification allemande, hein, avec François Mitterrand et ensuite Jacques Chirac. Hein. Pour la France, vous voyez qu'on est de plein pied avec De Gaulle dans notre histoire contemporaine, voire dans notre histoire, hein, ou notre science politique, géopolitique immédiate. Donc c'est extrêmement important que ce traité de l'Élysée. Alors, donc, les 3 domaines de la coopération franco-allemande sont les suivants. Les relations internationales, quand on dit la politique étrangère, autant que possible des visées communes en matière de politique étrangère, la défense, hein, c'est-à-dire le plan militaire, l'Allemagne, certes, l'Allemagne de l'Ouest est un nain politique, hein, vous le savez, armée réduite, etc., mais quand même, c'est important, hein, et l'éducation. Alors sur le plan politique, il établit un programme pour l'organisation de sommets militaires, de sommets internationaux, afin de soutenir une coopération dans de nombreux domaines, au nombre desquels les affaires étrangères et la défense. Alors il entérine la relation de confiance et d'amitié qui s'est instaurée entre les anciens ennemis héréditaires. Et oui, les ennemis héréditaires. Hein. Quand même, 1963, en moins d'un siècle, il y a eu 3 guerres franco-allemandes, ne l'oubliez pas. La guerre de 70, oui c'est vieux, sous le Second Empire, mais quand même. La guerre de 14, je n'y reviens pas, on a fait court là-dessus. Et la guerre de 39-45, ça fait quand même beaucoup. Hein. Et je peux pas dire si on remonte à l'Empire, les guerres avec évidemment les coalitions anti-napoléoniennes dans la Prusse. Hein. 1870, c'est une guerre contre la Prusse, mais vous savez qu'après il y a l'unification allemande qui se fait dans la foulée. Hein. Alors donc, on est vraiment là dans la genèse, hein, de la relance du couple franco-allemand. Et le couple franco-allemand donc ne naît pas avec le traité de l'Élysée. Je vous demande dans ce cours de bien faire la jonction, hein, parce que c'est extrêmement important pour tout ce qui va suivre, hein, et notamment finalement l'aboutissement de tout ça qui est la parachèvement de la construction européenne, l'Union européenne, le traité de Maastricht et tout ce qui va s'en suivre jusqu'à aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, comme vous le savez. Alors, le lien personnel est créé donc entre les 2 hommes d'État, hein, qui jouent donc un rôle décisif. Hein. La première rencontre ayant eu lieu dès septembre 58, dès le moment où De Gaulle revient aux affaires, hein, c'est en mai 58 qu'on passe à la 5e République, donc vous voyez, dès la sortie de l'été, dès septembre 58, le premier rendez-vous entre De Gaulle et Adenauer, il avait fallu cette idée de relancer tout simplement le travail absolument énorme qu'avaient mené Aristide Briand et Gustave Stresemann pour les accords de Locarno de 1925. Voilà pourquoi j'insiste tellement sur les accords de Locarno dans le cours que je donne
tant en histoire de l'Europe centrale que en histoire des relations internationales. C'est totalement fondamental parce que ça ouvre la voie, en fait, si vous voulez, à un moteur, ce moteur franco-allemand qui, quoi qu'en disent les journalistes, quoi qu'en disent les débats actuels interminables que l'on peut voir sur Internet ou dans les réseaux sociaux, eh bien, est un moteur, et reste un moteur de la construction européenne. Couple franco-allemand qui sera aussi un moteur demain d'une relance de cette construction européenne, de cette avancée de l'Europe, une fois que nous serons sortis de la période pandémique actuelle qui arrivera un jour ou l'autre. Donc retenez-le bien, c'est assez important, c'est vraiment une dorsale, si vous voulez, c'est la colonne vertébrale, en fait, en quelque sorte, de la construction, de la poursuite de la relance de la construction européenne. Donc, 1963, c'est fondamental. Voilà. Alors, évidemment, que se passe-t-il après? Alors, j'ai intitulé, deuxième partie, 1964, un certain dégel. Alors, un certain dégel, le 14 octobre 64, comité central extraordinaire du bureau politique, de l'Union soviétique, à Moscou, et Khrouchtchev est allé trop loin. On lui dit vraiment tu as été trop loin, tu as failli. Il y avait déjà la déstalinisation qui avait ruiné quand même une bonne tout le travail de la bonne image qu'on avait pu tenter de développer après Staline. Ensuite, il y a cette histoire des fusées à Cuba, le mur de Berlin. Enfin, bref, Khrouchtchev avait tellement de volonté, certes, sans doute d'aboutir à sa coexistence pacifique, mais hélas, il n'y arrive pas, et donc on décide de mettre en place un personnage beaucoup plus terne, incontestablement un personnage plus gestionnaire administratif, un personnage qui ne fera pas de grands coups de théâtre, celui-là. Et le personnage qui va donc succéder à Khrouchtchev en 1964, Khrouchtchev qui mourra donc en 71 dans l'anonymat le plus total, eh bien c'est Léonid Brejnev. Alors, Léonid Brejnev vient de sortir, j'ai vu ça, je m'en suis d'ailleurs acheté un exemplaire, une excellente biographie par Alexandre Kosovoï, K-O-Z-O-V-O-I. Je vous recommande fortement cet ouvrage, il est sorti chez Perrin, je crois, et c'est une biographie qui se lit très vite et qui est très 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 instructive sur la période du pouvoir de Léonid Brejnev. Brejnev, donc, 1964, pour l'arrivée au pouvoir. Il mourra le 10 novembre 1982, après 18 ans de pouvoir, et avec des hauts et des bas. Le point le plus positif étant évidemment l'année 1975 et la conférence d'Helsinki, qu'on verra dans la prochaine séance. C'est évident, là on a l'aboutissement, sans doute je pense, des espaces, créés, diplomatiques, créés par De Gaulle, puis par Willy Brandt, que peut-être la volonté elle-même de Brejnev. Brejnev sera capable du pire comme du meilleur, encore une fois, pour celui-là. 75 Helsinki, mais avant 75, et on le verra tout à l'heure, il y a quoi? Il y a 68 et l'écrasement du printemps de Prague. Là aussi, c'est Brejnev. Brejnev sera aussi l'homme de l'invasion, ne l'oubliez pas, de l'Afghanistan, 1979, qui sera entre nous un des clous du cercueil de l'Union soviétique que Gorbatchev n'arrivera bien sûr pas à rattraper. Donc, bilan en demi-teinte pour Brejnev, on va parler de Brejnev dans pas mal de séances maintenant, et c'est lui qui donc arrive aux affaires en 64 et qui va donc devoir, bien sûr, se positionner par rapport à la politique d'ouverture à l'Est que continue de développer De Gaulle dans le sillage de cet espace extraordinaire qu'il a créé avec sa politique d'indépendance. Et De Gaulle frappe très fort dès Khrouchtchev est vraiment sur la fin, il part en octobre 64, en janvier 64, la France du général de Gaulle reconnaît la République populaire de Chine. Alors là, ça ne va pas nécessairement arranger les choses dans le camp socialiste, et pourquoi? Parce que
la Chine et l'URSS étaient très liés depuis que la Chine est devenue communiste en 49 jusqu'à la mort de Staline en 53, oui, mais la Chine va se démarquer de l'URSS parce que la Chine n'a jamais compris, la Chine communiste, pourquoi il y a eu la déstalinisation. Il trouvait que c'était très bien, ce despote atroce qu'était Staline. Mao n'avait pas du tout l'intention de déstaliniser, lui, qui était peut-être même le plus grand de tous les staliniens, hein. Et donc la France, néanmoins, là, excellent coup diplomatique de la part de Gaulle, hein, bien avant ce que va faire Nixon plus tard, hein, qui sera aussi un très bon coup, que les États-Unis vont reconnaître à leur tour la Chine. Hein. Là, c'est De Gaulle qui le fait quand même des années avant les États-Unis, hein, avec le 27 janvier 64, la reconnaissance par la France de la République populaire de Chine. C'est un coup magistral sur le plan diplomatique. Et au milieu de la confusion que tout cela va créer dans le camp socialiste, hein, eh bien, alors qu'aux États-Unis, un personnage succède à Kennedy qui a été assassiné le 22 novembre 63, c'est son vice-président, hein, Lyndon Johnson, davantage préoccupé d'ailleurs, vous le savez, par la guerre du Vietnam. Hein. Johnson ne va pas nécessairement du tout être un artisan de la détente, hein. Et donc De Gaulle a vraiment face à lui un boulevard, hein, pour pouvoir continuer à tracer cette politique. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont se passer. D'abord, développement des relations avec la Pologne. Je vous rappelle que De Gaulle, dans les années 20, alors de la toute nouvelle Pologne qui renaissait à l'époque, hein, avait été attaché militaire à Varsovie. Et donc il avait gardé beaucoup de réseaux, et il y aurait beaucoup de choses à faire sans doute sur les réseaux tissés par De Gaulle pendant l'entre-deux-guerres vis-à-vis des pays de l'Est. À ma connaissance, il n'y a pas eu de travaux, de thèse faites là-dessus. Ça mériterait certainement une étude en tout cas. Et 28 février 64, donc, sont signés des accords de coopération culturelle avec la Pologne. Ensuite, voilà que, évidemment, on développe aussi, 19 juin 64, des accords de coopération avec la Yougoslavie. Et le gros morceau, c'est juillet 64. Parce que qu'est-ce qui se passe en 64 ? Hein, c'est que tout simplement, ce sont les prémices, hein, du changement politique en Roumanie. Et donc la France rouvre, si vous voulez, les vieilles relations traditionnelles qu'elle avait avec la Roumanie, et puis entre deux guerres, rappelez-vous, hein, la Grande Roumanie, avec donc tous les personnages qui avaient traversé toute cette épopée, hein, de la construction de la Grande Roumanie, hein, et Gérald Berthelot, hein, tout ça, eh bien, on prépare le terrain parce que le vieux George Uday, hein, qui avait été là installé, en voilà encore un comme Ulbricht, qui avait réussi à aménager la chèvre et le chou, hein, et qui avait réussi à survivre, hein, à la déstalinisation, et le vieux Day, au pouvoir depuis 45, eh bien, meurt de mort naturelle, dit-on, en 65, et voilà qu'un nouveau personnage va débarquer, un personnage de sinistre mémoire à l'heure actuelle, bien sûr, qui s'appelle Nicolas Ceausescu. Et Ceausescu, il a un programme, lui, qui n'a rien à voir avec le stalinisme, qui est le développement d'une indépendance. Et oui, nous y voilà, une indépendance nationale dans le cadre du communisme. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi avec la Tchécoslovaquie. On avait vu une apothéose avec la Yougoslavie. Hein, Tito s'était pas privé de le faire dès le début des années de 46. Hein, rappelez-vous ce qui avait eu son exclusion. Hein. De Gaulle, quand de l'Ouest développe lui aussi sa propre indépendance, et voilà que la Roumanie, hein, avec Ceausescu qui arrive aux affaires le 22 mars 65, après la mort de George Day, eh bien, si on peut dire, De Gaulle et Ceausescu sont faits pour se rencontrer, ils ont des vues, l'un et l'autre, indépendantes par rapport à leur camp. Et ça va être extrêmement important pour la suite, parce que la France va développer toute une relation privilégiée avec cette Roumanie de Ceausescu, évidemment. Le Ceausescu des années 60, le Ceausescu qui en 68 refuse d'envoyer l'armée roumaine dans le cadre du pacte de Varsovie pour écraser, le printemps de Prague, le Ceausescu qui va accueillir Nixon dans un voyage retentissant, qui sera reçu aux États-Unis, le Ceausescu international, le Ceausescu adoré des Occidentaux, n'a plus rien à voir
avec le tyran évidemment épouvantable des années 80 qui va sombrer en décembre 1989 dans le chaos que vous connaissez et que l'on évoquera bien sûr. Alors donc, gros point aussi, alors que le septennat de Gaulle se termine, il sera réélu en 65, suffrage universel de Gaulle, mais vraiment, quel premier septennat, vous en conviendrez. Ça fait quand même, je suis pas sûr qu'on ait revu ça dans l'histoire de la Ve République, avec autant d'événements aussi importants dans un premier septennat de président français, que je sache. Alors, évidemment, les relations avec Brejnev vont se mettre en place, et donc le rapprochement évidemment avec l'URSS, donc de Brejnev va se mettre en place. On va commencer à travailler bien sûr à quoi? Eh bien évidemment à des échanges et des projets de voyage officiel qui vont se concrétiser donc dans la période suivante après 1965, tant le voyage de De Gaulle en URSS que le voyage de Brejnev en France. Alors l'année 65 donc se termine vraiment sur un triomphe sur le plan de la politique étrangère de De Gaulle. Il a mis fin aussi à la guerre d'Algérie, relancé l'économie, avec une politique quand même particulièrement active, et nous voilà dans l'année 66, où peut-être, en effet, troisième partie, on va peut-être à pouvoir aboutir à une politique d'ouverture. Peut-être avec 1966, donc avec l'apogée d'une politique d'ouverture, et peut-être cette fois-ci, pourquoi pas, d'une relance de la détente, on espère, le désarmement que l'on pourrait remettre en place, plein d'espoir avec le début de ce second mandat pour De Gaulle, qui continue de développer, bien sûr, sa politique, la préparation d'un voyage du général De Gaulle en juin 66 en URSS, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis une intensification à partir de mai 66 des relations avec la Roumanie de Ceausescu. De Gaulle part 10 jours en Union soviétique en juin 66, et donc même si les relations sont plus difficiles, parce qu'évidemment la personnalité de Brejnev n'est pas celle de Khrouchtchev, même si les relations sont plus difficiles, eh bien néanmoins cela avance. Ça avance avec Khrouchtchev, avec Brejnev, pardon, d'autant plus que on obtient quand même une certaine normalisation du respect de l'indépendance entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, un prémisse peut-être, ce qu'on retrouvera plus tard avec les accords d'Helsinki, puis ils sont signés pas mal d'accords de coopération scientifique et technique. C'est aussi la période où, en septembre 1966, il y a un voyage de Boris Koudelurvil, ministre des Affaires étrangères, en Yougoslavie, la Yougoslavie où les relations ont tellement, avancé entre-temps. Ainsi donc, on a un renouvellement profond lors de cette année 66 des rapports, donc d'une part, prise de contact avec l'Union soviétique, et puis donc également donc renouvellement des rapports avec la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie et la Hongrie. Alors, évidemment, on est dans une montée, certainement, en direction d'une forme peut-être de nouvelles occasions de détente.
quatrième et dernière partie, bah, évidemment, on voit un peu comment tout cela va finir, ou plutôt mal finir, si je puis dire. Hein, avant 68, les voyages, la coopération se développe avec la Pologne en septembre 67, avec la Bulgarie en novembre 67, hein, et ce sera quand même, notons-le, le grand voyage de De Gaulle en Roumanie en mai 1968, hein, ce qui est important parce que c'est quand même le moment où ce communisme, cette voie nationale dans le communisme, cette voie européenne dans le communisme, vraiment est de plus en plus martelée. Bien sûr, ce voyage de De Gaulle en 68 se fait dans un cadre de la situation qui se développe depuis le début de l'année 68 à Prague. Tchécoslovaquie, je vous le rappelle, donc où avait été qui avait été normalisé, hein, on s'en souviendra, après 1956, hein, période donc à la fois stalinienne puis dirigeant khrouchtchevien, et depuis la fin des années 60, donc se développe une nouvelle théorie, une nouvelle volonté de réforme, un peu dans le sillage de celle qui avait été faite par les Hongrois, mais de façon beaucoup plus tonitruante, puisque la Hongrie, elle avait vraiment voulu quitter le camp socialiste, et en Tchécoslovaquie, on va être quand même beaucoup plus prudent. Alors une fois encore, là ça se passe vraiment de façon beaucoup plus douce, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution, de manifestation, de destruction ou d'agressivité vis-à-vis de l'autorité des casernes soviétiques, hein. Pas du tout. On a d'abord un réformateur, Alexandre Novotny, un réformateur économique, qui va mettre en place donc une politique de ce qu'on va appeler le socialisme à visage humain, même dès l'année 1967. Novotny, donc une nouvelle théorie, des théories intéressantes d'ailleurs qui avaient aussi bien fonctionné dans la Hongrie de János Kadar, hein, c'est après 56, ou dans les années 60, quelques adaptations de l'économie socialiste aux notions d'économie de marché avaient bien fonctionné, avaient permis de développer une certaine prospérité de ce que l'on avait appelé alors le communisme goulash. Hein. Alors qu'est-ce que c'était donc que ces réformes économiques de Novotny, un peu en prélude, hein, en quelque sorte, à ce que sera ce qu'on a appelé la grande réforme en fait de Dubček, hein, sur le socialisme à visage humain. C'est en gros, hein, si vous voulez, d'introduire dans l'économie planifiée, un peu comme a fait les Hongrois au début des années 60, hein, des notions de capitalisme, tout simplement, hein, afin de la rendre plus malléable, plus productive en quelque sorte. Hein. Alors, là-dedans, on développait notamment dans les entreprises un devoir de rentabilité. Les appareils de production sont progressivement mis en compétition. Un système de fixation des prix est plus réaliste. Les salaires également sont mis, en adéquation, si vous voulez, avec le travail fourni. Bref, quelques notions d'économie capitaliste dans le socialisme, un peu ce qu'avait fait, rappelez-vous, tout début des années 20, dans la NEP, la nouvelle économie politique qu'avait développé Lénine, hein, qui avait permis ce rapprochement, rappelez-vous, à Rapallo, hein, avec la République de Weimar. Là, ça y ressemble un petit peu, hein. On met quelques notions d'économie capitaliste, hein, pour améliorer le quotidien, hein, un peu aussi de notions de propriété, de rentabilité, etc. Alors évidemment, tout cela ne dérange pas spécialement l'administration soviétique, qui observe tout ça de façon fort intéressante, puisque ce sont des réformes surtout dans le domaine économique. Tant que le système politique, lui, reste tel qu'il est, il n'y a pas de problème. Et puis, à partir de 68, c'est Alexandre Dubček,
qui va donc arriver aux affaires, donc en tant que premier secrétaire, et donc Dubček, lui, va donc mettre en place ce qu'on va appeler donc la réforme de socialisme à visage humain. Et il s'agit là, évidemment, non pas d'une émancipation de la, comment dire, du communisme, bien au contraire, mais le souhait des Tchécoslovaques d'explorer eux aussi, comme a pu Ceausescu en Roumanie, ou comme ce qui a pu être fait dans divers autres pays, une tentative de voie européenne dans le socialisme. Et ça, à partir d'avril 68, donc c'est le début donc du printemps de Prague. Donc qui n'est pas une révolution, si vous voulez, puisqu'il n'y a pas de volonté de sécession du camp communisme, du camp communiste, mais donc une politique donc vraiment donc de réforme en fait davantage du communisme. Et quand même, rappelez-vous, ces notions économiques que j'ai évoquées tout à l'heure, ça vous rappelle rien, si ce n'est peut-être les réformes économiques de la perestroïka et de la glasnost, et surtout de la perestroïka, la restructuration que Gorbatchev va mettre en place à partir de 85, bien ça y ressemble drôlement, tant et si bien que quand on posera la question à Gorbatchev en 85, sur ce qu'il avait pensé du printemps de Prague en 68, Gorbatchev qui déjà à l'époque, dans l'administration Brejnev, c'est dans cette période-là d'ailleurs, où il va commencer à gravir les échelons du parti communiste, et il est encore loin évidemment d'être un successeur potentiel de Brejnev, bien sûr, tout ça viendra bien après, mais quand même, il dira, Gorbatchev, qu'il a manqué 20 ans, c'est-à-dire qu'en gros, entre 68 et 88, voilà, si on avait compris en 68 ce qu'était cette volonté de réforme du Parti communiste tchécoslovaque autour de Dubček et Novotny, peut-être que l'histoire aurait gagné 20 ans. Voilà. Donc après, on ne peut pas faire, bien sûr, là-dessus comment dire, de péroration historique, mais néanmoins, c'est quand même intéressant de le mentionner, car c'est peut-être la dernière occasion manquée, finalement, du camp socialiste de pouvoir se réformer. Alors tout cela, bien sûr, évidemment, là, par contre, va commencer à faire des vagues, car dans le cadre de ce socialisme à visage humain, théorisé par Dubček, eh bien, on affirme les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, on veut développer les relations avec les pays occidentaux, Tchécoslovaquie est au cœur de l'Europe tout court, donc bien sûr c'est bien tentant, le retour de la liberté de la presse, la libération évidemment des dissidents divers, et donc bien sûr tout cela est formalisé par le 14e congrès du Parti communiste tchécoslovaque en septembre 68, et qui donc va complètement officialiser ces réformes. Alors voilà, tout ça dure finalement quelques mois, c'est un printemps, la libre expression, d'ailleurs partout en Europe, il y a mai 68, donc en Occident, en France notamment, de grandes manifestations, beaucoup de gens revendiquent, aux États-Unis c'est pareil, autour de la guerre du Vietnam notamment, c'est une grande année de contestation, 68 incontestablement, et on conteste toute forme quelque part de pouvoir en place. Pouvoir qui fait la guerre du Vietnam aux États-Unis, pouvoir donc finissant de Gaulle en France, et évidemment oppression soviétique en Tchécoslovaquie. Et même s'il n'y a pas de la part de Dubček, de ligne rouge qui est franchie. Néanmoins, cette libéralisation de la Tchécoslovaquie, et surtout de la partie tchèque, encore une fois, c'est Prague et sa région, encore une fois, c'est cette ville qui a une telle culture de la liberté qui remonte à la Renaissance, eh bien, en effet, je vous le rappelle, c'est plus cette partie-là qui va être en prise au printemps de Prague, au socialisme à visage humain, que la partie slovaque. Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu précédemment sur la Tchécoslovaquie. Alors,
On a peur aussi qu'il y ait une contagion, puisque bon, je vous l'ai dit, dans la Hongrie de János Kadar, on a déjà mis en place des réformes comme ça, mais qui étaient évidemment davantage plus économiques hein, que politiques. Kadar restant parfaitement dans la ligne, ce qui lui assura son pouvoir hein, jusqu'à la fin des années 80 ou presque. Côté évidemment soviétique, Brejnev, on s'inquiète parce que on revoit le cauchemar entre guillemets de ce qu'avait été la révolution hongroise de 56. Qu'est-ce qui s'était passé en Hongrie en 56? Rappelez-vous, il y avait eu la comment dire le limogeage, évidemment, des soviétiques staliniens autour de Rákosi, hein, et surtout, au début, une équipe de simples réformes. Rappelez-vous, là aussi, donc, Marinoï, c'était des réformes de type de socialisme à visage humain. Rappelez-vous du livre que je vous avais mis en illustration la dernière fois. Mais là, dans le cadre de Dubček, ça ressemble un peu, effectivement. Et on craint que ça aille ensuite plus loin et que la Tchécoslovaquie, elle aussi, fasse le coup de la neutralité hein, et d'une volonté de sortie du camp socialiste. Et Brejnev, lui, ne veut pas en arriver là. Il veut faire mieux que ce qu'a fait Khrouchtchev, parce que c'est une des raisons du limogeage de Khrouchtchev, c'était quand même son échec vis-à-vis des Hongrois. Et donc le 3 août 1968, donc assez rapidement, se réunit à Bratislava. Tiens donc, Bratislava, je le disais tout à l'heure, la partie slovaque de la Tchécoslovaquie, qui elle, évidemment, est loin de basculer, hein, eh bien, se réunissent donc autour, évidemment, de Leonid Brejnev, les pays frères suivants, donc la RDA, toujours autour de Ulbricht, hein, en fin de pouvoir, bientôt Necker va prendre la suite. Il y a Jean polonais, hongrois hein, et bulgares. Et les Roumains refusent de venir à cette réunion, parce que qu'est-ce que c'est que cette réunion si c'était la préparation du plan d'invasion hein, qui va déferler sur Prague hein, pour écraser et mettre un terme à ce printemps de Prague, donc cette révolte du socialisme à visage humain. Hein. Et oui, parce que, oui, en même temps, Ceausescu développe sa vision nationale communiste, hein, en quelque sorte, et son esprit d'indépendance dans le camp socialiste. Il le paiera très cher bien plus tard, mais là, c'est ce qui va le propulser, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur la scène internationale. Le bloc de Bratislava décide donc d'une intervention, une intervention qui va donc se produire 15 jours plus tard, hein, 3 août 68, réunion du bloc de Bratislava, et du 18 au 21 août 1968, donc c'est l'opération Danube qui va déferler sur Prague et détruire, écraser donc le printemps de Prague de Novotny et Dubček. Cette fois-ci, c'est pas l'armée rouge qui intervient, comme en 56. Cette fois-ci, c'est une opération vraiment tout à fait classique et typique de normalisation par le pacte de Varsovie, c'est-à-dire l'URSS et ses alliés du bloc. Va donc déferler sur une population d'un peu moins de 15 millions d'habitants, 400 000 chars, notez-le bien, 400 000 soldats, 6300 chars, avec 800 avions et 2000 canons. C'est absolument énorme. 400 000 soldats, 6300 chars, 800 avions et 2000 canons qui envahissent donc la Bohème, on va le dire, hein, puisque c'est la partie tchèque essentiellement, qui va être réprimée par cette opération Danube. Alors évidemment, comment dire, l'opération est extrêmement rapide. Que pouvait faire
que pouvaient faire en effet les Tchèques, les Pragois contre cela. À titre d'exemple quand même, je vous évoquais 6300 chars envoyés par le pacte de Varsovie. Quand le plan Barbarossa a attaqué avec Hitler l'Union soviétique, il y avait 3580 chars. Vous voyez donc la disproportion complètement incroyable pour écraser ce socialisme à visage humain. Prague est prise sous contrôle en 10 heures seulement. Les chars sont dans la ville dès le 20 août 68. On va se battre bien sûr dans Prague. Moins de morts quand même que lors de l'écrasement de la révolution hongroise de 56, mais quand même plusieurs centaines de morts et de blessés. 70 000 réfugiés qui vont quitter la Tchécoslovaquie, ils seront jusqu'à 400 000 quand même à partir. Bien sûr, à la différence peut-être de Budapest en 56, cette fois-ci, tout cela se fait sous les caméras du monde entier. Le monde entier assistera directement à l'entrée des chars dans Prague, à la population qui montera sur ces chars pour les bloquer, qui dialoguera avec les tankistes, parfois en larmes, pour leur expliquer que ce qui se passe ici, c'est l'écrasement du socialisme à visage humain, peut-être du dernier espoir qu'il y avait de sauver le communisme avant un effondrement systémique qui le menaçait dans les 20 années suivantes. Et c'est quand même effectivement ce qui va se produire. Dubček et Novotny seront arrêtés, mis dans des camps de redressement. Dubček, heureusement, ne sera pas exécuté. Il sera de retour en 1989, aux côtés de Václav Havel, ce dissident qui deviendra le premier président de la Tchécoslovaquie libre à nouveau. Très belle image que l'on verra ensemble lors de la dernière période sur les grands changements de l'année 89 et après. On en revient au point mort dans cette fin d'année 68. Brejnev est évidemment l'auteur, celui qui a voulu écraser ce socialisme à visage humain. 20 ans plus tard, Gorbatchev confirmera en effet que ces réformes en étaient profondément inspirées. Et donc on peut vraiment dire, avec certitude aujourd'hui quand même, en 2021, que c'est sans doute là une dernière chance de réforme interne du système que Brejnev aura écrasé. Il faudra sans doute par la suite travailler à nouveau à une reconstruction. La fin de la décennie se termine avec cette année 69. De Gaulle démissionne suite aux événements de mai 68, comme vous le savez. Sur un référendum, sur la participation, il y aura un non qui aurait très bien pu ne pas le faire partir, mais De Gaulle quitte le pouvoir, sans doute usé aussi et fatigué. Il mourra l'année suivante, donc en 1970. Et très belle chose, c'est à savoir, c'est que, eh bien, en Allemagne de l'Ouest, c'est Willy Brandt qui, en 69, va devenir le nouveau chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. Et Willy Brandt va pouvoir prendre la suite. Magnifique passage de relais, n'est-ce pas, que dans ce couple franco-allemand qui avait tellement compté pour De Gaulle et Adenauer au début de la décennie suivante, de la décennie précédente, en 58. 58, début de lancement de ce couple franco-allemand, De Gaulle, Adenauer, mise en place d'une politique étrangère originale, permettant d'ouvrir le chemin vers ce qui sera la détente. 1969, De Gaulle s'en va, un jeune chancelier ouest-allemand arrive, Willy Brandt, qui va mener donc l'Ostpolitik, qui sera une toute autre aventure aussi d'ouverture à l'Est, mais qui cette fois-ci fonctionnera, peut-être parce que l'URSS commence avec Brejnev à être exsangue par la course aux armements,
de plus en plus folle, et qu'il va falloir un moment de détente. Ce moment de détente, vous le savez, sera la conférence d'Helsinki qui s'ouvrira en 1974 et qui aboutira par les accords d'Helsinki en 1975, dont je vous parlerai la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et vous pouvez liker bien sûr avec un petit pouce cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr vous abonner à cette chaîne. Donc d'autres choses historiques ont été, sont et seront mises en ligne bien sûr plus tard. Merci, à bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.